Donc rebonjour, là nous vous revoilà pour une deuxième partie du chapitre consacré au principe fondamental de la dynamique. Donc nous avons vu tout d'abord les lois de Newton. Donc maintenant intéressons-nous à quelques cas classiques pour voir comment ces lois s'appliquent. Alors je vais commencer par m'intéresser à un corps qui glisse sur un plan incliné. On va distinguer deux types de situations. La situation où le corps glisse sans frottement, puis le cas où le corps glisse avec frottement. Donc imaginez un bloc qui est posé sur un plan incliné. Alors j'appelle alpha l'angle par rapport à l'horizontale. Alors au passage, l'horizontale, comment est définie l'horizontale? Il faut juste regarder comment est défini le champ de pesanteur, la G. G, c'est le champ de pesanteur terrestre qui, par définition, donne la verticale. Donc l'horizontale, c'est la perpendiculaire à G. On est bien sûr sur Terre et je vais étudier le système par rapport au référentiel terrestre. Je vais admettre que le référentiel terrestre est galiléen et donc j'ai le droit d'utiliser les lois de Newton. Alors, le système en question, c'est ce corps ici, que je vais assimiler à un point. Alors, au passage, j'ai le droit. Ce corps, qu'est-ce qui va se passer? Il va glisser sur le plan. Donc, si je connais la position de son centre, par exemple, donc les trois coordonnées qui décrivent son centre, suffisent à me décrire l'état cinématique complet du corps. Donc, en fait, je peux assimiler ce corps à un point. J'ai défini mon système, c'est ce corps, et je vais donc faire un bilan des forces sur ce corps. Alors, c'est important de bien comprendre qu'il faut regarder quelles sont les actions qui s'exercent, les actions à distance qui s'exercent sur ce corps, et quelles sont les actions de contact qui s'exercent sur ce corps. Alors les actions à distance, on en a une, hein, c'est le poids. Le poids est lié à l'attraction de la Terre. Voilà, j'ai le champ de pesanteur G. Je rappelle, le poids s'applique au centre de gravité du corps, ici. Donc ici, si c'est un cube homogène, c'est au centre du cube. Et l'expression du poids, c'est simplement la masse du corps fois le champ de pesanteur G. Donc ce vecteur est collinaire à G, dirigé vers le bas. C'est la seule action à distance. Deuxième chose, j'ai un contact avec un plan incliné, donc nécessairement j'ai une action de contact. Cette action de contact, ce qu'il faut savoir, c'est que si il n'y a pas de frottement, cette action de contact, elle est perpendiculaire à la surface de contact. En fait, cette action de contact, qu'est-ce que c'est au fond? C'est le résultat macroscopique d'une somme microscopique d'interactions entre les atomes, les uns étant dans le corps ici et les autres étant sur le support ici. Donc ce sont des interactions interatomiques qui sont d'origine électrostatique en général, qui produisent une résultante macroscopique que j'appelle N. Et s'il n'y a pas de frottement, eh bien cette action de contact elle est perpendiculaire à la surface de contact. Mais je ne sais pas sa valeur, je ne connais pas sa norme. Je sais juste quelle est son orientation. C'est perpendiculaire et évidemment ça s'oppose à l'effondrement du corps, hein, ça empêche le corps de traverser le support. J'applique le principe fondamental de la dynamique, donc la dérivée de la quantité de mouvement, c'est-à-dire m fois l'accélération, si je note v la vitesse du point m étant le centre ici, hein, est égale à la somme des forces. Juste une petite chose ici, quand vous avez cette équation, c'est bien de se poser la question, est-ce que j'ai assez d'équations pour trouver toutes mes inconnues? Alors là, vous voyez, vous avez une inconnue qui est ici n, je ne connais pas la norme de n, donc j'ai une inconnue ici, et je ne connais pas la norme de v. Je connais son sens, je sais que ça va tomber dans cette direction-là, mais je ne sais pas quelle est sa norme. Donc j'ai deux inconnues. Mais j'ai une équation vectorielle qui, lorsque je vais projeter cette équation sur deux axes, me donnera deux équations. Donc j'ai deux équations à deux inconnues. Donc
le système est soluble. Évidemment, suivant ce que je cherche, je vais plutôt projeter l'équation vectorielle sur un ou l'autre axe. Si je cherche n, je vais plutôt projeter la relation suivant l'axe qui porte n. Si je m'intéresse à la vitesse, je vais plutôt projeter la relation sur l'axe qui porte la vitesse. C'est important de bien comprendre que quand on a une équation vectorielle, il faut nécessairement la projeter suivant un système d'axes. Et vous aurez autant d'équations scalaires que d'axes. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse, par exemple. J'aimerais savoir comment la vitesse du corps varie au cours du temps. Donc, je vais projeter le PFD suivant l'axe qui porte la vitesse. Alors notez que l'angle alpha, ici, se retrouve tout simplement ici. Donc quand je vais projeter le PFD suivant l'axe de la vitesse, alors je vais avoir m fois l'accélération. Alors l'accélération suivant le mouvement, comme le mouvement est rectiligne, l'accélération c'est aussi dv sur dt en norme. Ensuite, la projection de n suivant l'axe horizon, suivant cet axe ici, c'est 0. Hein. Quand vous projetez orthogonalement, vous arrivez ici, ça fait 0. Et puis quand vous projetez le poids, donc le poids, vous le projetez orthogonalement, donc vous projetez ça ici, vous mesurez cette composante ici du poids. Alors, vous voyez ici, ce que nous cherchons, c'est cette composante ici. Alors, dans ce triangle-là, on voit bien qu'on a un sinus. Le sinus, c'est cette projection sur la norme de P. Et cet angle, c'est alpha. Donc, la projection du poids suivant la vitesse, c'est P sinus alpha. Donc, quand je projette, je vais donc avoir m dv sur dt égale mg sinus alpha, tout simplement. Je rappelle que les projections sont des produits scalaires. Hein. Vous pouvez aussi faire la projection de P suivant l'axe de la vitesse, c'est P, produit scalaire, UX par exemple, si j'appelle UX le vecteur unitaire associé à cet axe. Qu'est-ce que j'obtiens? Bien, j'obtiens une équation différentielle, comme je l'ai expliqué l'autre fois. On obtient nécessairement des équations différentielles quand on projette le PFD. Sauf que, entre nous, l'équation différentielle ici est extrêmement simple, puisque vous avez une dérivée qui est égale, on peut simplifier par la masse, qui est égale à une constante. G sinus alpha est une constante, puisque l'angle alpha est constant et G est constant. Donc, c'est très simple à résoudre. Vous avez juste à intégrer une constante et vous aurez V. Donc si j'intègre dv sur dt égale g sinus alpha, je vais trouver v de t égale g sinus alpha fois t, plus une constante qui s'avère être la vitesse à t égale 0, puisque quand on fait t égale 0, on trouve v de 0 égale v0. Donc v0, c'est la vitesse initiale, qui peut être nulle d'ailleurs, hein. On peut très bien lâcher le corps sans vitesse. Si j'intègre à nouveau cette équation, alors je rappelle, on a un mouvement rectiligne, hein, donc si j'intègre la vitesse, je vais avoir la coordonnée suivant cet axe ici. Donc si j'appelle x cette coordonnée, je vais avoir x de t égale v0t, puisque v0 est constant, plus j'intègre t, ça va me faire t carré sur 2 fois g sinus alpha. Et puis il y a une constante qui se trouve être également la position x à l'instant t égale 0, puisque quand t égale 0, ces termes-là disparaissent. Qu'est-ce que j'obtiens comme équation? J'obtiens tout simplement les équations caractéristiques d'un mouvement uniformément accéléré. Donc le corps glisse suivant un mouvement uniformément accéléré d'accélération g sinus alpha. Autrement dit, ça veut dire que si vous êtes capable de mesurer l'accélération, on est capable de remonter à g, si on connaît l'angle alpha. Deuxième situation, imaginez maintenant qu'on introduise des frottements. En fait, il y a toujours des frottements quand vous faites glisser un corps sur un autre. Donc supposez que ici, la surface de contact fasse introduire des frottements qu'on appelle des frottements solides, puisque c'est un frottement qui est lié à un contact entre un solide et un autre solide. Si vous redessinez les forces, on va avoir, comme tout à l'heure, l'action de contact que j'appelle N. Au fait, je l'ai appelé N parce que c'est normal à la surface. Le poids P comme tout à l'heure,
Et je vais introduire une nouvelle force de frottement qui, elle, va être, vous voyez ici, parallèle à la surface de contact, opposée à la vitesse de glissement. Cette force, elle empêche le corps de glisser, c'est un frottement. Donc, une force de frottement est toujours opposée à la vitesse, de toute façon. Donc ici, je vais avoir ici une force opposée à la vitesse, et voilà, j'ai mes trois forces ici. Parfois, on écrit F plus N égale R, qu'on appelle la réaction du support. Cette réaction, elle se décompose en deux termes, une action normale et une action tangentielle qui s'avère être la force de frottement. Donc ici, j'ai un système avec trois forces. J'ai toujours un mouvement rectiligne. La question que je me pose, c'est toujours pareil. Comment varie la vitesse? Là, je fais comme tout à l'heure, j'écris le principe fondamental de la dynamique. Donc, m fois l'accélération est égal à la somme des forces, n plus f plus mg. Alors là, regardez, quels sont les inconnus? Je ne connais pas la valeur de n. Je ne connais pas la valeur de f. Je ne connais pas la valeur de v. J'ai trois inconnus. Si je projette cette équation vectorielle sur les deux axes, je vais avoir donc deux équations. J'ai trois inconnus, deux équations. Donc je n'ai pas assez d'équations. Donc là, à l'évidence, vous ne pouvez pas résoudre le problème si vous ne connaissez pas, par exemple, une expression qui donne la force. Donc on a besoin de savoir, on a besoin de connaître une loi concernant le frottement. Alors ces lois, elles ont été énoncées par Coulomb et Amonton. Ce sont des lois empiriques et que je vais vous demander de retenir. Alors ce sont des lois simples, donc les voici. Donc loi sur les frottements solides. Première chose, la force de frottement, elle est tangente à la surface de contact et s'oppose au glissement. Ça vous permet de dessiner la force, de donner sa direction et son sens. Ensuite, deux cas de figure. Si le corps glisse, s'il y a glissement, c'est-à-dire s'il y a un déplacement relatif d'un corps par rapport à la surface de contact. Dans ce cas-là, la force de frottement, c'est un coefficient qu'on appelle mu, qu'on appelle le coefficient de frottement. C'est un coefficient fois la valeur de l'action normale. Donc plus l'action normale est grande, plus la force de frottement sera grande. D'accord? Et évidemment, ce coefficient de frottement, on va voir tout à l'heure de quoi il dépend. Donc ça, c'est dans le cas où ça glisse. Si par contre ça ne glisse pas, si ça ne glisse pas, eh bien je ne sais pas ce que vaut la force de frottement, je sais juste qu'elle est inférieure à mu fois n. Autrement dit, vous voyez, il y a une espèce de seuil à dépasser. Tant que f est plus petit que mu fois n, ça ne va pas glisser, et puis dès que f égale mu n, ça se met à glisser. Notez une chose, vous voyez ici, quand vous écrivez f est plus petit que mu n, vous pouvez me dire, mais dans ce cas-là, on ne connaît pas f. Donc comment on va résoudre notre équation du mouvement? Eh bien, on ne connaît pas f ici, dans ce cas-là, mais on sait que ça ne glisse pas. Donc si ça ne glisse pas, la vitesse sera nulle. Donc, dans tous les cas, vous connaissez une des grandeurs, une des inconnues. Dans le premier cas, quand ça glisse, vous ne connaissez pas la vitesse, mais vous connaissez f. Dans le cas où ça ne glisse pas, vous connaissez la vitesse, mais vous ne connaissez pas f. Le coefficient de frottement mu, c'est un coefficient qui dépend de la nature des surfaces en contact. Évidemment, du caoutchouc qui glisse sur du caoutchouc, ça va frotter beaucoup plus qu'un glaçon sur un métal. Donc, je reviens ici, imaginez donc que vous avez déterminé le coefficient de frottement entre le corps ici et la surface de contact ici. Donc vous connaissez mu. Je réécris les équations, voilà. Et on va projeter cette équation sur les deux axes. Mais avant cela, on va faire une hypothèse. On doit faire une hypothèse puisqu'il faut savoir si ça glisse ou pas. Donc je vais supposer par exemple que ça glisse. C'est donc que je suppose que V est positif.
D'accord? Le corps va glisser, va tomber là. Donc V est positif. Je vais voir hein, si cette hypothèse est tenable et à quelles conditions elle est tenable. Je projette donc le PFD sur les deux axes. Alors, si je projette suivant l'axe qui porte la vitesse, c'est comme tout à l'heure, je vais avoir donc m fois l'accélération suivant cet axe, donc on va avoir m dv sur dt. L'action n n'a pas de composante suivant cet axe ici. Le poids, on a dit, c'était mg sinus alpha, cette composante-là. Et puis, la force de frottement, vous voyez, elle est opposée au vecteur vitesse, donc elle est dans l'autre sens. Donc je mets un moins ici. Et puis sa valeur, bah, c'est mu fois n, puisque ça glisse. La deuxième équation, bah, c'est l'équation qui correspond à la projection du PFD suivant cet axe. Donc, d'abord, il n'y a pas d'accélération suivant cet axe, puisque le mouvement est suivant l'axe de la vitesse. Je me suis justement arrangé pour choisir ces axes pour me faciliter la vie. Hein. Donc ici, il n'y a pas d'accélération suivant cet axe, donc ça fait 0 ici pour l'accélération. La composante de n suivant cet axe, c'est bien sûr n. D'accord? Et puis le poids, alors la composante du poids suivant cet axe, c'est la projection ici du poids suivant cet axe, eh bien c'est cette composante-là, hein, vous projetez orthogonalement suivant cet axe, c'est cette composante-là qui vaut mg fois le cosinus de cet angle-là, c'est-à-dire mg cos alpha. Alors attention, j'ai orienté cet axe vers le haut, donc la projection ici sera négative, d'où le moins ici, moins mg cos alpha. J'ai bien deux équations avec deux inconnus, qui sont n et v. Tout le reste est supposé connu. Je connais la masse, je connais g, je connais alpha et je connais mu. Alors, c'est très facile de résoudre le problème. Vous remplacez n par mg cos alpha ici, vous simplifiez par la masse, et vous allez avoir dv sur dt égale g sinus alpha moins mu g cos alpha. Si c'est une constante, donc pour intégrer c'est très facile. Alors vous obtenez ceci, v égale g cos alpha fois tangente alpha moins mu fois t. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens v et donc une constante fois t. Autrement dit, j'ai un mouvement uniformément accéléré. Mais attention, j'ai supposé que ça glisse. Est-ce que cette équation est toujours vraie? Bah non, ce que j'ai écrit n'est valable que si ça glisse, c'est-à-dire que si v est positif. Autrement dit, si ce terme-là est négatif, ça ne peut pas glisser, puisqu'il faut que v soit positif. Donc on vient en prime de trouver la condition pour que ça glisse. Il y a glissement seulement si tangente alpha est plus grand que mu. Donc, si vous connaissez mu, si l'angle alpha est tel que tangente alpha est plus grand que mu, c'est sûr ça va se mettre à glisser. Mais si tangente alpha est plus petit que mu, ça ne glissera pas, le corps ne bougera pas. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on détermine mu, par exemple. Il suffit juste de prendre un plan, de l'incliner de plus en plus, et au moment où le corps se met à glisser, hop, vous avez la détermination de cet angle alpha. Alors, au passage, une des questions qui peut se poser, c'est de quoi dépend ce coefficient de frottement? Je vous ai dit, ça dépend de la nature des corps, mais est-ce que, par exemple, si vous prenez un corps qui est plus lourd, est-ce que mu change, etc. Alors, je vous montre une petite vidéo qui va un peu illustrer ce que l'on vient de démontrer. Soit 4 solides ayant sensiblement la même masse. Un cube de bois, une boîte d'allumettes, un morceau de fer et un glaçon. On pose ces 4 objets sur une plaque. Si on soulève lentement la plaque, dans quel ordre les objets vont-ils se mettre à glisser? Regardez. Le premier, c'est bien sûr le glaçon. Puis viennent le cube de bois, la boîte d'allumettes, et enfin le morceau de fer. Le coefficient de frottement dépend donc de la nature des corps. Voici maintenant deux boîtes d'allumettes, de même dimension mais de poids différents. Donc l'une contient des allumettes et l'autre des vis de métal. On recommence l'expérience. Contre toute attente,
ce n'est pas la boîte la plus lourde qui glisse le premier. Les deux glissent en même temps et arrivent en bas en même temps. Autrement dit, le coefficient de frottement ne dépend pas du poids de l'objet, mais de la nature du support. Et même, on pourrait montrer que le coefficient de frottement ne dépend pas non plus de l'air de la surface de contact. Donc voilà, ce qui est à retenir, c'est les lois sur les frottements, et c'est comment on utilise le PFD et comment on le projette sur les axes.